Bonjour à tous. Mon invité politique aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour Jean-Philippe Tanguy, merci d'être avec nous. Une actualité encore très riche, à commencer évidemment par la situation au Proche-Orient. Tout d'abord, cette information dont on a curieusement assez peu parlé, selon laquelle Benyamin Netanyahou avait été alerté sur le projet d'attaque du Hamas. Un document classé secret défense datant de 2016, écrit de la main de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a été publié hier dans un grand quotidien israélien. Ce qu'on y lit est glaçant parce que c'est précisément le scénario de l'attaque du 7 octobre. Mais le Premier ministre, dit Lieberman, et les militaires l'ont balayé d'un revers de main. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ma réaction, c'est que Monsieur Netanyahou, de toute façon, devra rendre des comptes à son peuple, au Parlement. Israël est une démocratie, faut-il le rappeler, puisque après les atrocités qu'a connues le peuple israélien le 7 octobre, nous avons eu en France et dans beaucoup de démocraties européennes et même aux États-Unis un certain relativisme, une grande confusion entre ce qui était notre ennemi absolu, l'islamisme, le Hamas, et notre allié, un peuple frère, les Israéliens, qui est une démocratie. Et les révélations de la presse et des oppositions à Monsieur Netanyahou prouvent qu'Israël est une démocratie et que donc s'il y a eu des erreurs, il y aura des commissions d'enquête, il rendra des comptes et il sera, le cas échéant, démis de ses fonctions et remplacé par quelqu'un de démocratiquement élu. Donc moi je n'ai pas d'informations particulières autres que celles que vous révélez, que vos confrères de la presse étrangère ont révélées, mais cela prouve bien qu'Israël est bien une démocratie et n'est absolument pas à mettre à aucun moment sur le même plan évidemment que le Hamas, mais même que d'autres groupes comme l'autorité palestinienne qui n'ont plus de légitimité démocratique. C'est d'ailleurs bien le drame de cette zone, c'est que certains appellent à un cessez-le-feu, appellent à deux États. Évidemment, c'est la perspective, c'est l'horizon, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur crédible, démocratique. Mais vous, le RN, vous n'avez pas à la taille d'établir un vrai État palestinien, malheureusement. Vous n'avez pas de vos vœux un cessez-le-feu parce que l'armée israélienne a fait état encore aujourd'hui de combats féroces dans la bande de Gaza. Le bilan serait très lourd, 8500 morts, invérifiable, effectivement, parce que exclusivement communiqué par le Hamas, l'ONU tout de même parle d'un cimetière pour des milliers d'enfants, de catastrophes humanitaires. La communauté internationale soutient l'idée d'un cessez-le-feu. Est-ce que c'est pas votre demande à vous aussi, au RN ? Non, pas un cessez-le-feu. D'ailleurs, ce n'est pas non plus la demande d'Emmanuel Macron. Il faut lui reconnaître cela. Une pause humanitaire, il y a oui, mais c'est pas la même chose. Sur la sémantique, on n'est pas d'accord, mais oui, voilà. Non, mais c'est pas la même chose. Un cessez-le-feu, on peut pas faire de cessez-le-feu avec un groupe terroriste. Déjà parce que il n'y a pas d'équivalent, c'est pas une armée régulière. Ce sont des gens, je rappelle, qui n'ont aucun principe, aucune morale. Donc un cessez-le-feu avec eux, ça peut tout le temps être un coup fourré et ils peuvent vous attaquer dans le dos. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait lâchement des innocents. Et surtout, il faut éradiquer un groupe terroriste. C'est bien le problème. Est-ce les Français auraient voulu qu'on fasse un cessez-le-feu avec l'État islamique ? Évidemment, non. Donc c'est normal que Israël refuse un cessez-le-feu. Éradiquer le Hamas au risque de faire des milliers de morts civiles dans la bande de Gaza ? Malheureusement, c'est la stratégie. Une fois plus, on voit leur lâcheté et leur ignominie du Hamas. Ce ne sont pas des gens qui montent au front les armes à la main pour affronter une armée régulière. Ce sont des gens qui se cachent sous les écoles, sous les mosquées, sous les hôpitaux ou les lieux de soins et qui prennent la population comme un bouclier humain. Ce sont des gens absolument ignobles. La gauche Israël a d'ailleurs parle de nettoyage ethnique, de quoi ? De dommage collatéral ? Non, mais c'est pas un nettoyage ethnique. Moi, ce mot, pareil, de toute façon, est en train d'être galvaudé par la gauche, ce qui est absolument épouvantable. On ne peut pas relativiser l'emploi de ces mots. Il ne s'agit pas d'un nettoyage ethnique. Le conflit entre Israël d'une part et le Hamas n'est pas un conflit ethnique. Vous avez des Arabes en Israël qui ont tous leurs droits, qui sont des Arabes de citoyenneté israélienne, qui ont le droit de devenir juges, qui ont le droit de devenir députés, qui peuvent avoir des responsabilités aussi importantes que les Israéliens d'autres origines ethniques ou d'autres religions. Moi, j'en ai vraiment assez. Mais alors, vous parlez de quoi ? De dommages collatéraux ? Non, mais il faut quand même dire les choses parce que moi, j'écoute beaucoup votre émission. Il y a aussi des auditeurs qui appellent en semblant croire ce que raconte la gauche. Israël n'est pas un État religieux, ce n'est pas un État ethnique. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre origine ethnique en Israël comme en France, vous avez les mêmes droits humains et les mêmes droits de citoyens. Au Hamas, dans la bande de Gaza, sous la domination
l'organisation du Hamas, vous n'avez juste le droit de vous taire, de vous soumettre à une théocratie. Si vous êtes homosexuel, non mais si vous êtes homosexuel, vous êtes balancé d'un immeuble. Si vous êtes une femme, vous êtes réduit à l'état de serviteur des islamistes, réduit sous un voile. Et si vous êtes une minorité religieuse, vous disparaissez quand vous ne mourrez pas. Donc moi j'en ai vraiment, il y a un relativisme dans notre pays qui s'installe, qui est intolérable. Vous rejetez donc l'idée d'une riposte disproportionnée ? Non, il n'y a pas de riposte disproportionnée. D'ailleurs, Israël a pris le temps, moi je suis pas là pour défendre le gouvernement israélien, j'essaie d'analyser les faits. Israël a pris le temps, n'est pas tombé dans le piège du Hamas, ils ne se sont pas vengés le lendemain des attaques qu'ils ont subies, ils ont pris le temps d'analyser comment il fallait intervenir pour préserver la vie d'un maximum d'innocents, évidemment. Après, la guerre, c'est terrible. Quand vous êtes attaqué, vous répondez par des moyens militaires. C'est terrible. Il y a des injustices. Il y a un droit de la guerre. La guerre est toujours. Mais voilà, la guerre. Oui, la guerre est toujours une tragédie. Les personnes qui pensent qu'on peut éliminer un régime terroriste qui vit au milieu de la population civile sans dommage racontent n'importe quoi aux Françaises et aux Français. Tout ça, c'est impossible. On n'est pas dans un monde des bisounours, dans un monde rêvé. On est dans la réalité. Jean-Philippe la Tanguy, réalité est tragique. Il y a beaucoup effectivement d'émotions sur ce sujet. Bien compréhensible. L'essayiste Caroline Fourest est accusée de hiérarchiser par exemple les morts. L'Arcom est saisie, elle se fait attaquer parce qu'elle a fait la différence d'intention entre cibler délibérément des enfants comme l'a fait le Hamas le 7 octobre et les tuer dans les bombardements de manière involontaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Caroline Fourest ? Écoutez, Caroline Fourest est une ennemie du Rassemblement national et passe sa vie à nous insulter. Mais je ne vais pas crier avec les loups. Elle n'a rien dit. La formulation est sans doute malheureuse, mais enfin tout le monde ne peut pas toujours contrôler le moindre mot quand on est inspecté par la brigade de la gauche qui essaie de faire diversion. Il est évident que c'est pas la même chose d'organiser une opération terroriste où vous allez sciemment éventrer des femmes, prendre leur fœtus, décapiter des bébés, bref, faire toutes ces ignominies qui sont organisées et volontaires, et faire une opération militaire qui malheureusement par nature peut faire des victimes innocentes. C'est d'ailleurs la différence. Une vie palestinienne est égale à une vie israélienne. Toute vie est égale, mais même en droit français, vous avez un crime, vous avez l'homicide volontaire, c'est-à-dire que vous planifiez d'aller tuer quelqu'un, et vous avez l'homicide involontaire. Bon, les Israéliens ne veulent pas tuer d'enfants, ils ne veulent pas tuer d'innocents. Le Hamas a pénétré en territoire israélien avec la volonté d'aller égorger des femmes et des enfants, décapiter des bébés. C'était leur volonté. Donc, toute vie en vaut une autre. Par contre, les intentions meurtrières, barbares, génocidaires du Hamas ne sont pas celles de l'armée israélienne, loin s'en faut, et pas du même, c'est une nature totalement opposée. Le Quai d'Orsay a annoncé hier soir que 2 enfants de nationalité française se trouvaient au nord de la bande de Gaza étaient morts, leur mère et un 3e enfant seraient blessés. L'AFP indique ce matin que cette femme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour des faits en lien avec une entreprise terroriste. Elle avait notamment distribué de l'argent récolté par son association au Hamas. Les autorités françaises essayent de la faire sortir, tout comme elle le fait pour les 170 ressortissants français coincés dans l'enclave. Vous, le RN, aux affaires, est-ce que vous porteriez assistance à cette femme ? Écoutez, déjà, vous voyez, pleurons les 2 enfants qui sont évidemment innocents des erreurs, si elles sont avérées, de leur mère. Et c'est ce qui arrive à ces enfants est dramatique et tragique. Mais ça prouve bien, malheureusement, et je le déplore, que les islamistes, les gens qui ont des idéologies islamistes, sont capables de faire prendre tous les risques, tous les dangers, y compris à leurs enfants, pour vivre leur délire. Il faut bien dire les mots tels qu'ils sont. Voilà. Mais vous la sortiriez de cette enclave ? Je connais pas le dossier de cette dame. Elle est sous mandat, elle a été condamnée à de la prison. Moi, je pense pas. Moi, avec les informations que vous me donnez, je pense que cette femme n'a rien à faire là-bas. Par contre, le fait qu'elle ait emmené ses enfants ou qu'elle ait des enfants là-bas et que ces enfants innocents aient subi malheureusement ce qu'ils ont subi, c'est intolérable, et ça prouve une fois plus la nature des islamistes qui font passer leur fanatisme avant même la vie, c'est-à-dire avant même le soin de leurs enfants. Ce sont des gens qui ont perdu toute valeur humaine, tout critère humain. Quand vous êtes un père ou une mère de famille, vous pensez avant tout à la sécurité de vos enfants. Vous les mettez pas dans la bande de Gaza, qui est un lieu même
avant les événements, mais vous la sortez ou pas? Vous allez la secourir? Non, je ne pense pas par rapport à ce que vous me dites. Okay. Moi, je ne crois pas que cette femme doit revenir en France. En tout cas, pour ce qui est par exemple des femmes, des djihadistes de l'État islamique, on n'a jamais voulu qu'elles rentrent. Hein. Alors, ça nous amène justement en France, illustration d'un climat d'extrême tension, évidemment lié à ce conflit. Alerte attentat élevé également. Hier, des policiers ont fait usage de leurs armes contre une femme vêtue du voile intégral qui tenait des propos menaçants. Elle a crié Allahu Akbar, notamment dans le RER parisien. On avait appris qu'elle avait déjà été interpellée en juillet 2021, mais pas fichée S. Elle avait été ensuite internée car souffrant de troubles psychiatriques. Ça pose évidemment la question de savoir ce qu'on fait de ces individus français à la lisière entre la psychiatrie et la radicalisation. Vous faites quoi? Mais déjà, il n'est pas normal que cette femme n'ayez pas un suivi plus ferme. Comme vous l'avez dit, elle avait déjà été interpellée. Les informations qu'on a, elle avait déjà fait preuve de son fanatisme religieux. Les excuses psychiatriques, c'est malheureusement depuis quelques années aussi un bouclier d'une certaine forme de justice ou de laxisme surtout, qui laisse dans la nature des personnes qui sont sur la crête, la ligne de crête. Écoutez, moi, quand une personne est sur la ligne de crête, je préfère qu'elle soit plus surveillée, plus encadrée, voire enfermée, et qu'elle soit contrainte à des soins psychiatriques, plutôt qu'on laisse le risque sur la société française. Mais c'est malheureusement assez symbolique, et je le déplore, de l'attitude de ceux et celles qui devraient nous protéger et qui en fait transfèrent une partie du risque sur la société française, plutôt que de prendre toutes les précautions pour nous protéger. Moi, je protégerais. Voilà, mais les policiers ont fait leur travail. Mais là, je parle de ceux qui ont expertisé cette femme, qui ont estimé qu'elle n'était pas un danger, alors qu'elle avait quand même menacé des gens avec un tournevis au nom d'Allah. Voilà, c'était quand même déjà un profil inquiétant. Et vous avez malheureusement, de toute façon, les Français le découvrent à chaque attentat. Les autorités françaises laissent dans la nature des gens où il y a un risque. Et moi, je considère que vu, vous l'avez dit, les tensions de la société française et la réalité de la menace terroriste et islamiste en France, toutes les précautions doivent être prises, et le risque, il n'est pas pour la société française, et tant pis si on limite, l'amplitude du jugement sur ces personnes. Il faut prendre plus de risques que pas assez. On va en reparler en parlant de la loi immigration dans quelques instants, mais d'abord je voulais revenir sur ces répercussions graves qui sont l'antisémitisme en France, qui était déjà élevé, mais qui là explose. Plus de 825 actes antisémites depuis le 7 octobre, retour vers les heures sombres de l'histoire. Plus d'une soixantaine d'étoiles de David taguées à Paris, en Seine-Saint-Denis notamment. Gérald Darmanin a tenu à rassurer la communauté juive de France hier soir. Mais clairement, les juifs de France sont-ils toujours en sécurité dans notre pays ? Et malheureusement, moi je ne doute pas que M. Darmanin, à titre personnel, veuille assurer évidemment la sécurité de nos compatriotes juifs, mais il y a Monsieur Keppel parle, spécialiste de l'islam radical, parle d'un djihadisme d'atmosphère. Mais moi, je pense qu'en France, malheureusement, il y a depuis l'enlèvement, la séquestration et la torture à mort d'Ilan Halimi en 2006, il y a un antisémitisme d'atmosphère en France. Il y a des relents de plus en plus nauséabonds, mais qui sont là depuis très longtemps. Et qui sont ces antisémites, Jean-Philippe Tanguy ? Écoutez, il reste toujours un vieil antisémitisme d'extrême droite, mais qui est groupusculaire. Et évidemment, aujourd'hui, l'antisémitisme principal vient de l'islamisme. On le voit d'ailleurs. Un de vos confrères de Libération notait, vous avez eu une guerre atroce de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, qui a tué des centaines de milliers de musulmans. Il n'y a pas eu d'émeutes ou d'actes contre l'Arabie Saoudite. Vous avez la Chine qui a tué, qui persécute les Ouïghours, qui sont des musulmans en Chine. Il n'y a pas d'actes contre les Chinois. Je n'appelle pas à des actes contre l'Arabie Saoudite ou contre la Chine. Je constate juste en fait que la cause palestinienne est dévoyée par des gens qui détestent tout simplement les Juifs et qui utilisent le conflit israélo-palestinien pour manifester leur haine du Juif dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui est assez peu dit aussi, je trouve, depuis l'attaque du 7 octobre, c'est qu'il faut savoir que les populations juives ont presque disparu de tous les pays musulmans. Dans le Maghreb, au Maroc, ils étaient 250 000. Maintenant, ils sont 2500. Les Juifs ont disparu du Liban, de la Syrie, d'Irak, du Yémen, qui en partie eux aussi. Donc, il y avait des populations juives historiques, qui étaient là depuis parfois plus d'un millénaire dans tous ces pays. Elles ont totalement disparu. Elles ont dû fuir, persécutées de ces pays. Donc oui, il y a un antisémitisme d'origine islamiste qui est extrêmement dangereux et contre lequel les dirigeants français non seulement n'ont pas voulu le voir, mais on l'ont laissé prospérer, notamment dans des mosquées radicales. Oui, dans des mosquées radicales où on peut prêcher
la haine du juif, sans qu'il n'y ait jamais de vraies sanctions, de vrais suivis. Donc tout ça est vraiment très inquiétant. Écoute, on connaît maintenant ce soutien farouche à la communauté juive dont fait preuve votre parti, le Rassemblement national. Est-ce que c'est une conviction profonde de la part de tous vos membres, ou est-ce qu'il est tout simplement dicté par votre positionnement par rapport à l'islam? Je vais pas vous refaire la liste, on vous l'a déjà faite, évidemment, de la surreprésentation, vous l'avez dit, de l'extrême, pas la surreprésentation, ça c'est le président du CRIF qui le dit, mais les racines d'extrême droite du RN, les condamnations de Jean-Marie Le Pen, certes reprises par sa fille, c'est plus du tout la même ligne, mais vous le savez, l'extrême droite française a été antisémite, le FN l'a été. Est-ce que c'est une conviction profonde aujourd'hui, ce soutien? Moi, je suis génération Ilan Halimi. Ce qui arrive à notre compatriote en 2006 a été pour moi un des événements traumatisants de ma jeunesse, puisque on revoyait ressortir tous les relents, les pires, c'est même plus des clichés, voilà, la haine, un jeune garçon qui avait été enlevé par ce qui s'appelait le gang des barbares, donc bien nommé, sur le fait, soi-disant que les juifs avaient de l'argent, avaient du pouvoir, bref, tout était là. Tout était là, et tout ça, ça a été mis sous le tapis. Des meurtres antisémites contre des femmes, notamment Mireille Knoll, Madame Halimi aussi. Et toujours, tout ça est minimisé. Il y a eu un refus de voir la réalité. Marine Le Pen, elle dirige le Rassemblement national depuis 2010. Elle a toujours combattu tous ceux qui ont pu professer ces idées-là. Et le système qui a combattu Marine Le Pen, en fait, n'a jamais voulu donner crédit à Marine Le Pen de sa sincérité, et a continué à faire croire que le problème en France, c'était... Elle est toujours pas invitée au dîner du CRIF, oui, Marine Le Pen. Ces gens-là aussi, je veux pas me tromper de mots, mais ces gens-là se sont aveuglés. Ils se sont aveuglés en ne voyant pas que Marine Le Pen était un bouclier pour toutes les minorités, pour tous ceux qui aiment la liberté en France, et on continuait à la diaboliser alors qu'elle était courageuse contre tous ceux qui avaient fait tant d'erreurs dans le passé dans notre pays. Oui, mais vous assumez ces racines antisémites, c'est qu'ils ont été combattus, ils ont été exclus. Donc fin de l'histoire. Mais bien sûr, elle a exclu, elle s'est construite en partie contre ces erreurs. Par ailleurs, je l'ajoute, et moi ce qui me choque aussi, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est pas le seul à porter ses fautes dans la politique française. Vous aviez Raymond Barre, lorsqu'il y a eu un attentat antisémite en France, qui avait fait la différence entre ce qu'il appelait les Français et les Juifs et les innocents, faisant preuve d'antisémitisme. Quand vous savez, à la Commission des Finances, vous avez sur le mur de la Commission des Finances le nom d'une personnalité qui a été condamnée pour crime contre l'humanité. C'était le système qui l'avait porté à cette responsabilité. Monsieur Mitterrand lui-même a dû répondre à des choses. Donc, quand on réduit le passé, malheureusement le passé de la France, qui a pu être avec de l'antisémitisme, à Jean-Marie Le Pen, c'est aussi un aveuglement. Donc maintenant, il faut voir l'ennemi en face et cesser de voir ceux qui veulent protéger la France comme un ennemi. Jean-Philippe Tanguy, la loi immigration va être présentée au Sénat le 6 novembre, dans 5 jours. Marine Le Pen a affirmé dimanche que le RN pourrait voter en faveur du projet de loi, une petite loi, dit-elle, sur l'immigration, si son article sur les régularisations des sans-papiers était supprimé, tout en jugeant qu'elle ne réglerait pas le problème de l'immigration clandestine. Est-ce que c'est, vous estimez, la loi la plus dure depuis 30 ans, comme la présente Gérald Darmanin? Non, mais M. Darmanin raconte n'importe quoi. C'est une petite loi, comme l'a très bien dit Marine Le Pen. Nous, on a une position très claire depuis les législatives, il y a 18 mois. On n'est jamais dans la politique du pire. Quand il y a des bonnes mesures, même si elles ne vont pas assez loin, on les vote tant qu'il n'y a pas de ligne rouge. La ligne rouge, c'est évidemment cet article 3 qui fait des travailleurs clandestins une nouvelle forme d'immigration légale. Donc pour nous, c'est inadmissible. Je remarque d'ailleurs qu'une fois de plus, le gouvernement change d'avis. C'est-à-dire qu'on a un peu trompé les Français. Le gouvernement a voulu tromper les Français en faisant croire qu'il y avait un débat. Et en fait, M. Darmanin a redéfendu la régularisation des clandestins qui travaillent lundi matin, et surtout, moi j'ai découvert, je dois dire, j'ai été assez scié, que dans la version de la loi qui a été votée en commission au Sénat, les Républicains et les législatrices ont validé l'article 3. Donc vous avez d'un côté M. Ciotti et M. Retailleau, encore hier matin, M. Retailleau, sur une autre radio, disait qu'il refuse l'article 3, et ses copains
en commission des lois, les sénateurs LR et surtout les sénateurs centristes avec lesquels ils sont alliés ont validé l'article 3. Donc aujourd'hui, le texte que va étudier le Sénat en séance et qui a déjà été validé en commission des lois par la droite, il y a l'article 3 sur la régularisation des clandestins travailleurs. Donc on a une fois de plus les Républicains qui racontent n'importe quoi aux Français et qui trahissent non seulement leurs promesses mais surtout les électeurs et encore plus le peuple français. Quand on regarde de près ce que disent Éric Ciotti, Olivier Marleix, on se demande quelle est la différence finalement avec le RN. Hein. Ils sont aussi pour un référendum pour amender la Constitution et la suprématie de la loi française sur les traités internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes différent du LR ? Mais ils se sont alignés, les Républicains, en particulier Monsieur Larcher pendant la présidentielle, avait trouvé comme excuse pour ne pas voter Marine Le Pen qu'elle voulait porter au niveau constitutionnel le droit à la nationalité, c'est-à-dire ce que proposent aujourd'hui les Républicains. Donc vous aviez un an Monsieur Larcher, qui est la deuxième personnalité de l'État, qui a fait barrage entre guillemets à Marine Le Pen et qui a surtout soutenu Monsieur Macron au nom de mesures qu'aujourd'hui les Républicains proposent. Donc ce sont des gens qui n'ont aucune cohérence. Et une fois plus, la différence avec nous, c'est que nous, on est fidèles dans nos actes et que les Républicains passent leur vie à trahir leurs électeurs. Là, je vous ai donné l'exemple du Sénat, c'est sidérant. C'est-à-dire que on est en direct dans un débat important et les Républicains font au Sénat, dans les couloirs du Sénat, le contraire de ce qu'ils promettent aux électeurs. D'ailleurs, les électeurs le savent, ils l'ont déjà fait au pouvoir, puisque c'est sous Monsieur Sarkozy que l'immigration a commencé à augmenter de manière considérable. En tout cas, si vous arrivez aux affaires, j'imagine que vous ferez un référendum. Absolument, ce serait une des premières choses. Marine Le Pen avait même indiqué que ce référendum aurait eu lieu si elle avait été élue le jour des élections législatives. Donc ça aurait été réglé en un mois. Et pendant ce temps-là, donc le budget, lui, est toujours à l'étude dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49.3 pour faire passer le texte du budget de la Sécu sans vote, après le rejet de 2 motions de censure, dont la vôtre. Vous allez en déposer à nouveau ? Non, parce qu'en fait, c'est une motion de censure sur la deuxième partie d'un même texte, c'est un peu technique. Nous, on veut pas banaliser la motion de censure. Donc, elle vous accuse de le faire, d'ailleurs, Elisabeth Borne, avec toutes les oppositions. Non, mais Madame Borne raconte n'importe quoi. C'est elle qui utilise le 49.3 à tire-larigot et après va nous accuser de répondre. Donc tout ça n'a pas de sens. Madame Borne elle vous accuse de pas vouloir trouver des points d'accord. Non, mais c'est n'importe quoi. Madame Borne dit je refuse de dialoguer avec le Rassemblement national et après dit qu'on veut pas faire de point d'accord. Il y a 300 amendements Rassemblement national sur lesquels on peut discuter. Tout ça est ridicule. Madame Borne ment aux Français. Elle n'a jamais cherché d'accord avec quiconque. Elle impose ce qu'elle veut, comme la technocrate qu'elle est. Elle n'écoute rien, elle n'entend rien. Je pense qu'elle comprend pas grand-chose aussi à ce qui se passe dans le pays. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait est très grave. Je rappelle que le vote de budget, le consentement à l'impôt, je rappelle qu'on a un record d'impôts en France, c'est la base de la démocratie. La naissance du Parlement, c'est le contrôle des impôts et le contrôle des dépenses publiques. Faire des 49.3 systématiques, banaliser le 49.3 sur cette procédure, c'est tout simplement nier l'âme de la démocratie et le consentement à l'impôt, surtout pour avoir des résultats économiques et financiers catastrophiques. Je rappelle un record de dette, 3 000 euros, record d'emprunt, 285 milliards d'euros. 3 000 milliards, oui, 3 000 milliards d'impôts, pardon, 285 milliards qui vont être empruntés. Et là, on a découvert hier matin qu'ils avaient fait une erreur de 4 milliards d'euros sur le montant des intérêts à payer pour cette année. Donc ils sont complètement incompétents. Ça m'étonne pas qu'ils fassent le 49.3, parce qu'au-delà du blabla du Parlement, il y a le fait qu'on dise la vérité. Quand vous êtes en séance, vous pouvez dénoncer les méfaits du gouvernement. Par exemple, le fait de faire une erreur de 4 milliards d'euros sur les intérêts. 4 milliards d'euros, c'est considérable. Jean-Philippe Tanguy, il y a aussi la question évidemment du pouvoir d'achat qui reste la première préoccupation des Français. On en parle un peu moins en ce moment. Hier, à l'Assemblée nationale, un député RN affirmait que le gouvernement ne faisait rien pour le pouvoir d'achat des Français. La ministre Olivia Grégoire a répondu en énumérant toutes les actions. Alors, je vais pas toutes les énumérer, mais il y en a quand même quelques-unes, des usines ouvertes, 300, plus d'1,5 million d'emplois créés depuis 2017, la croissance au rendez-vous au 3e trimestre, le bouclier tarifaire. Il y a quand même eu des efforts de la part du gouvernement Macron. Est-ce que vous les entendez, vous les voyez ? Non, mais il y a beaucoup de dépenses publiques. Si vous voulez, les auditeurs doivent comprendre que quand vous dépensez à tire-larigot, quand vous empruntez 285 milliards d'euros que vous envoyez en tout ou partie dans l'économie, oui, vous arrivez à faire survivre un semblant de croissance, mais tout ça se fait au détriment du pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire par les impôts. Vous avez eu en 2022, en 2023, par exemple, pour la seule TVA, 30 milliards d'euros de TVA qui a été pris en plus sur les Français. Donc tout ça n'a aucun sens. Les Français savent bien que quand le gouvernement fait un chèque, il le fait avec leur argent, puisqu'il fait pas d'économie structurelle. J'ajoute qu'Olivier Grégoire, elle est en charge de la consommation. On est à 22% d'inflation sur les produits de première nécessité en 2 ans. Il ne faut rien.
et pire, avec beaucoup de cynisme. Fin de l'inflation selon Bruno Le Maire. Non, déjà, c'est pas la fin de l'inflation, c'est un ralentissement. Les prix augmentent toujours de 4%. Les salaires, ils augmentent pas de 4%. Vos auditeurs le savent. Ce que je veux dire par là, en fait, ils veulent gagner du temps. Et en fait, ils veulent enfumer les Français, parce qu'il y a un moment ou l'autre, évidemment, l'inflation va ralentir. Mais l'inflation va ralentir, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Et il y a beaucoup de confusion là-dessus. Les prix ne baisseront pas avec ce gouvernement. Et d'ailleurs, ils l'ont acté. En fait, ils ont acté que les prix allaient s'installer à un niveau élevé. L'inflation va ralentir. Et eux, ils attendent que le temps passe et qu'en fait, les Françaises et les Français s'habituent à l'inacceptable, à savoir une baisse, je suis désolé, une baisse considérable de leur pouvoir d'achat. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous.